Le Titanic, réputé insubmersible, n'a pas sombré paisiblement, ce qui a rendu la localisation de son épave d'autant plus ardue. Bien que le célèbre RMS Titanic ait coulé en 1912, il n'a été retrouvé qu'en 1985, au terme d'une mission confidentielle. Au début du XXe siècle, on connaissait approximativement l'emplacement du Titanic, mais les moyens technologiques de l'époque ne permettaient pas de l'identifier avec précision. Alors qu'il sombrait, le navire a émis plusieurs signaux de détresse CQD à destination du Carpathia, un navire voisin. « Venez immédiatement !» Nous avons heurté un iceberg. À toutes les stations, CQD a compté parmi les dernières transmissions envoyées via la radio Marconi du navire. Ces messages en morse ont également rendu possible les premières missions de recherche de l'épave. Le RMS Carpathia a secouru les passagers rassemblés dans les canaux de sauvetage. Mais l'opinion publique, fascinée par le drame, souhaitait ardemment découvrir ce qu'il était advenu du paquebot. En 1953 eut lieu la première tentative sérieuse de localisation de l'épave du Titanic. Un certain Risdon Beasley essaya d'employer un bruyant dispositif à explosion pour repérer le navire. L'idée peut sembler étrange, mais elle reposait sur des principes scientifiques. Lors de la détonation de la dynamite, les ondes générées atteignaient le fond de l'océan. Grâce au sonar, les chercheurs espéraient détecter la présence d'un obstacle solide. Cependant, cette méthode ne permit pas à Beasley d'obtenir le moindre résultat. Il fallut attendre encore 20 ans avant que l'océanographe Robert Ballard ne tente à son tour de retrouver le Titanic. Il eut un peu plus de succès que Beasley, car, entre-temps, les financements consacrés aux technologies sous-marines s'étaient accrus, améliorant ainsi considérablement leur efficacité. Sa première tentative remonte à 1977. Il s'associa alors à l'Institut océanographique de Woods Hole dans le cadre d'une mission de cartographie des fonds marins. Si l'Institut l'avait recruté pour tester leur nouvelle technologie, Ballard avait en réalité un objectif plus ambitieux, retrouver l'épave du Titanic. Au cœur de ce navire, à la pointe de la technologie, se trouvait une ouverture permettant de déployer un long conduit jusqu'au-dessus du plancher océanique. Ballard y fixa un dispositif équipé de sonar et de caméras, espérant ainsi obtenir des images du site recherché. Persuadés d'être sur le point de faire une découverte majeure, ils prirent la mer afin d'effectuer des essais. Mais lors d'un test, un incident compromit la mission. Le tuyau de forage se brisa, précipitant dans les profondeurs marines tout leur coûteux matériel, à l'image du Titanic. Après cet échec, un autre protagoniste fit son apparition. Jack Grimm, un magnate du pétrole au tempérament fantasque. Grimm s'était fait un nom en lançant des expéditions à la recherche de l'arche de Noé, du monstre du Loch Ness et de Bigfoot. Il s'était également investi dans la démonstration de la théorie de la Terre creuse, selon laquelle l'intérieur de notre planète serait totalement vide et abriterait des cités et des nations souterraines. Dans ce cadre, il tenta de localiser une immense ouverture au pôle Nord afin d'accéder à ce monde hypothétique. Après l'échec de cette entreprise, il tourna son attention vers un autre mythe fascinant, l'épave du Titanic. S'il disposait de ressources financières, il manquait cruellement de compétences. En tant que milliardaire, il fit un don conséquent à l'université de Columbia et exigea, en contrepartie, l'accès à leurs équipements. Pour mener à bien son projet, il s'entoura d'une équipe de scientifiques chargés d'exploiter ces technologies. C'est alors que l'histoire prend un tournant singulier. Jack Grimm, fervent adepte des croyances populaires et des méthodes peu orthodoxes, embarqua un singe à bord de son navire, provoquant la stupéfaction des chercheurs. Ce primate, baptisé Titan, était censé désigner sur une carte l'emplacement exact d'objets perdus, en l'occurrence le Titanic. L'équipe scientifique, scandalisée par cette initiative, posa un ultimatum à Grimm. Soit eux, soit le singe. L'expédition quitta finalement la Floride, sans Titan. Il n'était plus question de singerie. L'équipage mit le cap sur les coordonnées exactes du dernier signal de détresse du Titanic. Une fois sur place, ils scrutèrent minutieusement chaque parcelle du fond océanique, en vain. La première expédition de Grimm dura 3 semaines, mais elle se solda par un échec total. Afin d'optimiser leurs recherches, ils mirent en place une technique rigoureuse baptisée « tondre la pelouse ». Une méthode systématique consistant à quadriller une zone étendue autour des dernières coordonnées connues du Titanic. 2 facteurs ont expliqué cet échec, des défaillances importantes du matériel et des conditions météorologiques exécrables. C'est alors qu'un autre chercheur du Titanic fit son retour sur le devant de la scène.
Robert Ballard. Il n'avait pas les millions de Jack Grimm, mais il possédait un atout majeur. Ce géologue marin collaborait étroitement avec la marine américaine pour localiser 2 sous-marins nucléaires disparus dans les années 60. Ballard lui-même affirmait mener une double vie, celle d'un chercheur et celle d'un officier du renseignement naval. L'accord qu'il obtint était clair. Une fois les sous-marins retrouvés, il aurait carte blanche pour chercher l'épave du Titanic. Pour localiser le Thresher et le Scorpion, il s'appuya sur un véhicule sous-marin sans pilote baptisé Argo. Ce dispositif, comparable à une petite luge, était relié par un long câble à un navire de surface et contrôlé depuis celui-ci. Grâce à ses sonars et ses caméras fournissant des images en temps réel du fond océanique, Argo représentait une avancée technologique significative par rapport aux précédentes méthodes de recherche. Après mûre réflexion, Ballard eut une révélation. Il supposa que l'impact du naufrage avait nécessairement laissé derrière lui une traînée de débris, une sorte de piste menant droit au Titanic. Jusqu'alors, la plupart des expéditions avaient cherché à localiser directement le navire, une tâche comparable à retrouver une aiguille dans une botte de foin. C'est là que résidait tout le génie de sa méthode. Il fallait inverser la logique habituelle. Mais un problème de taille subsistait, le temps. Il ne pourrait entamer ses recherches qu'après avoir retrouvé les sous-marins perdus. Et, lorsqu'il y parvint enfin, il ne lui restait plus que 12 jours. Il s'associa alors à un autre chercheur et adopta la stratégie de la tonte de la pelouse, afin de cartographier méticuleusement le fond marin. Un détail essentiel, négligé par la plupart des chercheurs précédents, joua en sa faveur. Le jour du naufrage, un courant marin se dirigeait vers le sud. Cela signifiait que le champ de débris devait se situer au sud des dernières coordonnées connues du Titanic. Pour optimiser le temps et les ressources à sa disposition, Ballard effectua une reconnaissance rapide du fond marin, espaçant ses lignes de recherche de plus de 5 km. Il décida également de s'appuyer davantage sur les images de sa caméra que sur les signaux sonars. Son équipe se relayait sans relâche pour piloter Argo et examiner les vidéos. Les jours s'écoulaient sans autre découverte qu'un océan désert, jusqu'à ce que les roches familières prennent l'apparence de débris issus d'une construction humaine. Puis, soudain, ils aperçurent la chaudière du Titanic. Ballard avait vu juste. Le champ de débris les conduirait au navire. Après 73 ans de recherches acharnées, l'épave du Titanic venait enfin d'être retrouvée.